L'un des facteurs souvent mis en avant pour expliquer la défaite française de 1940 est la doctrine d'emploi des chars. C'est un point largement évoqué par les historiens, mais quasiment jamais expliqué. Ils se contentent généralement de définir cette doctrine comme étant d'un autre temps et n'ayant guère évolué depuis la fin de la Première Guerre mondiale. C'est globalement vrai, mais certains détails permettent de nuancer cette vision des choses. Nous allons donc voir aujourd'hui les grandes lignes de la doctrine d'emploi des chars de combat français de 1940. Nous aborderons ce sujet sans détailler le rôle des autres armes qui combattent avec les chars, comme l'artillerie, la cavalerie ou l'aviation, car il s'agira d'autres vidéos à part. Tout d'abord, il faut définir ce qu'est le char de combat dans l'armée française de l'entre-deux-guerres. C'est un véhicule blindé et chenillé disposant d'un armement et surtout qui est rattaché à l'infanterie. Il ne faut pas confondre le char de combat de l'automitrailleuse de combat ou AMC, qui équipe quant à elle la cavalerie. Aujourd'hui, nous allons étudier uniquement les chars de combat, donc les véhicules appartenant à l'arme de l'infanterie. En 1940, il existe deux grands types de chars de combat. Le premier, le plus important en nombre, est le char d'accompagnement. Le second est le char de manœuvre d'ensemble ou d'action d'ensemble. Ces deux catégories se différencient par leurs équipements, leurs caractéristiques et leur doctrine d'emploi au combat. Je mets à part les chars de rupture tels que le FCM-2C, que nous n'allons pas étudier aujourd'hui car ils n'ont jamais été utilisés au combat. Les chars d'accompagnement sont le plus souvent des chars légers. On peut ainsi citer le char FT, le Renault 35, le Hotchkiss 35 ou encore le FCM 36. Les chars de manœuvre d'ensemble sont plus importants car ils doivent disposer d'un meilleur blindage, d'une mobilité supérieure, d'un armement plus lourd et surtout d'un système de communication radio-télégraphique. Parmi ces engins, on retrouve les chars D1 et D2 ainsi que les chars B1 et B1 bis. Évidemment, un char de manœuvre d'ensemble peut servir de char d'accompagnement, mais étant donné le manque numérique de ces chars, ils sont réservés quasi exclusivement pour l'action d'ensemble. Par accompagnement, il faut comprendre accompagnement d'infanterie. Il s'agit d'une doctrine qui mêle principalement infanterie à pied et chars de combat. Ces deux éléments, rassemblés au sein d'un groupement mixte, se soutiennent l'un et l'autre lors de leur avancée vers un dispositif ennemi plus ou moins fortifié. Mais cet accompagnement est loin de l'image que l'on se donne d'une infanterie aux côtés des chars. En réalité, tout du moins dans la théorie doctrinale, l'infanterie se trouve dans la plupart des cas entre 100 et 200 mètres derrière les chars. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, les équipages de chars ont l'interdiction de tirer au-dessus des troupes amies. L'infanterie doit donc forcément se trouver derrière les chars pour qu'ils puissent utiliser leurs armes. C'est logique, étant donné la faible hauteur des chars légers de l'époque. L'armement se situe au niveau de la tête d'un individu debout. L'autre raison est que les chars attirent le feu des armes ennemies, et notamment l'artillerie. Si les chars ne risquent pas grand-chose, l'infanterie aux côtés des chars, pris dans un barrage d'artillerie, serait immédiatement neutralisée. Enfin, si elle se place 100 à 200 mètres derrière, c'est uniquement pour que le lien visuel entre les chefs de char et l'infanterie soit maintenu. La dernière raison est que l'infanterie se place derrière les chars pour la soutenir grâce à ses armes, c'est-à-dire des mortiers, des canons d'accompagnement, des canons anti-chars et des mitrailleuses. Au combat, de façon assez globale, les chars se déplacent en bataille, c'est-à-dire en ligne, côte à côte. Une section de chars de combat va généralement couvrir un front de l'ordre de 200 mètres de large grâce à cette formation. L'objectif est de fouiller le terrain en quête de nids de mitrailleuses. Du moment où un objectif est nettoyé, l'infanterie peut avancer et à son tour nettoyer en profondeur la position ennemie, avec le soutien des chars. Ce n'est qu'à ce moment-là que les chars et l'infanterie se trouvent côte à côte. Les chars pourront repartir vers un nouvel objectif que lorsque les fantassins auront installé leurs armes lourdes permettant de défendre le terrain occupé au vu d'une contre-attaque adverse. Voilà pour ce qui est des grandes lignes de l'accompagnement. Pour ce qui est de l'action d'ensemble, c'est une toute autre histoire. Les chars sont utilisés en avant du groupement mixte pour neutraliser les grandes menaces qui pourraient nuire au gros de l'offensive blindée amie. Les adversaires des chars employés à cette tâche vont être les canons anti-chars et les blindés. Mais leur objectif ultime est de mener une attaque profonde dans le dispositif adverse pour neutraliser l'artillerie et les postes de commandement ennemis. En réalité, les chars de manœuvre d'ensemble opèrent bien plus avec l'artillerie que l'infanterie. Avec une mobilité plus importante que les chars d'accompagnement, les chars de manœuvre d'ensemble ne peuvent être suivis par de l'infanterie à pied qui ne pourrait que les ralentir. Il est d'ailleurs prévu qu'ils travaillent aussi avec l'aviation d'observation qui leur désignerait les armes anti-chars ennemies. L'action d'ensemble fait donc office de nettoyeur pour permettre au groupement mixte et donc aux chars d'accompagnement de remplir au mieux leur mission. Il remplace en quelque sorte l'artillerie, qui pourrait ainsi faire une économie de munitions. Alors que cette dernière est normalement là pour neutraliser les canons anti-chars et les nids de mitrailleuses ennemies, ici les chars de manœuvre d'ensemble s'en chargent avec sans doute plus d'efficacité. Mieux encore, ils s'occupent également des chars de combat ennemis.
Emprunt à l'expérience combattante de la Première Guerre mondiale, la doctrine blindée française de 1940 reste dans sa globalité peu évoluée par rapport à 1918. Les nouveautés technologiques et les améliorations des matériels permettent cependant une évolution doctrinale. Cette évolution est représentée par la manœuvre en ensemble, qui n'aurait pu aboutir sans l'arrivée de la radio dans les engins blindés. Cette doctrine spécifique est une esquisse de l'autonomie des chars de combat, qui, je vous le rappelle, sont subordonnés à l'infanterie à pied. Mais le plus gros souci, et nous le verrons dans une prochaine vidéo consacrée à cela, c'est que les unités de chars sont bien souvent fragmentées pour soutenir les unités d'infanterie. En 1940, les grandes unités cuirassées sont très rares. Dans l'infanterie, 2 divisions cuirassées sont créées en janvier 1940, une en mars et une autre en pleine campagne de France, soit un total de seulement 4 unités de ce type. Autre grand problème, que je développerai également dans une future vidéo, c'est que chaque manœuvre interarmes à l'échelle qui nous a intéressé aujourd'hui se fait dans une fragmentation virtuelle du champ de bataille appelé compartiment de terrain, et où les chars de combat opèrent, sans possibilité d'en sortir. Bien entendu, tous ces points feront l'objet de vidéos spéciales concernant les défauts de la pensée doctrinale des chars français de 1940. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne.